Bon alors, moi je me présente rapidement, donc je suis Frédéric Bretéché, je suis professeur de culture générale en classe préparatoire, ECG, où j'enseigne à la fois la littérature et la philosophie. En fait, j'ai la chance d'avoir les 6 heures avec les étudiants, ce qui est un cas un peu particulier, mais parce que j'ai une double formation, donc ceci explique cela. Je suis également membre du conseil d'administration de la PHEC, je suis membre de jury, je corrige depuis très très longtemps, et il se trouve, petit détail évidemment, que je suis concepteur de sujets pour HEC-EM Lyon pour les ECG, et puis pour Audencia pour les ECT. Et c'est avec cette espèce de mélange-là et le recul de très très longtemps que j'enseigne en classe préparatoire que j'ai le plaisir de me présenter devant vous pour à quelques jours, ça se compte en jours désormais, sans vous mettre une pression excessive. Je ne sais pas si vous avez le petit contre, voilà, tout le monde là, ça met la petite pression qu'il faut bien. Pour refaire un point sur la dissertation de culture générale. Alors, je le dis tout de suite, il y a eu la grande répétition, il y a eu un sujet, moi je ne m'en occupe pas, etc. Donc ça, je laisse faire. Je ne parlerai pas de ce sujet-là, je pense que vous recevrez ensuite les copies, une note, enfin voilà, et puis sans doute une proposition de, peut-être pas de corriger, mais en tout cas des pistes d'analyse. Moi, mon but, c'est de refaire un point sur la dissertation. Il n'y a pas de cube ici, tout le monde est... Si ? Bon, alors ce sont des choses que vous savez, mais pour autant je vais revenir dessus, parce que je suis un très très grand fan en réalité de la dissertation. C'est un exercice que j'aime énormément, la dissertation, et moi je suis absolument convaincu que cet exercice de la dissertation, auquel vous vous êtes livré pendant 2 voire 3 ans, et auquel vous allez vous livrer très très bientôt, dans quelques jours, a à voir intimement avec la vie. Et je préfère faire un recul très loin là-dessus pour donner du sens à ce que vous êtes en train de faire. Parce que vous passez un concours, ça c'est vrai, et que peut-être que vous êtes entraîné à être des bêtes à concours, mais vous savez qu'en faisant un peu de mathématiques, il suffit de faire une soustraction, et très souvent, quand on a appris à être une bête à concours, une fois que le concours est passé, il ne reste plus que des bêtes. Et ça, c'est un peu dommage. Or, si on donne du sens à tout ce que l'on fait, d'abord on prend plus de plaisir à ce que l'on fait, évidemment, et puis on donne une intelligence particulière qui est bien ce qui va être évalué le jour du concours. Une intelligence dans le premier sens du terme, vous savez, c'est la capacité à faire du lien entre les choses. Donc faire du lien entre la vie et l'exercice que vous êtes en train de mener, qui n'est pas artificiel, est quelque chose d'absolument essentiel. Alors je ne vais pas vous refaire le coup, vous savez, de Proust qui dit à propos de la littérature que la vraie vie, c'est la littérature, la vie enfin réalisée, éclairée, vécue, etc. Parce que Proust savait très très bien qu'on ne pouvait pas mélanger, évidemment, le réel et puis la littérature. Mais ce qu'il dit de la littérature, j'ai envie de dire, on pourrait malgré tout le dire également pour la dissertation, parce que si on ne confond pas le réel et puis ce que l'on en dit, en revanche, la vérité, la vraie vie, comme il dit, la vérité, c'est cette adéquation entre ce qui est et ce que l'on écrit sur ce qui est. Et la dissertation relève, à mon sens, absolument de cette même dynamique. C'est un exercice du vrai. C'est un exercice qui tente de dire vrai, qui tente de dire ce que vous pensez, dans une pensée réflexive qui fait ce que nous sommes. Et c'est l'occasion de s'essayer, comme dirait Montaigne, ou de s'exercer en tout cas à notre propre humanité. Petit clin d'œil pour ceux qui ont reconnu le clin d'œil en question. Bon. Parce que la dissertation, c'est évidemment un exercice de la pensée, c'est un lieu de réflexion dans lequel vous ne devez pas montrer ce que l'on doit penser, mais ce que l'on peut penser. Et surtout, comment vous pensez. Vous. Pas les autres, vous. Vous et personne d'autre, donc. Et j'insiste véritablement là-dessus. Car c'est précisément ce qui va fonder le concours. Imaginons tous que chacun pense exactement comme l'autre et tous les autres, empruntent exactement les mêmes chemins méthodologiques, parce que souvent les étudiants, vous avez été sans doute les premiers à le faire, demander de la méthodologie, de la méthodologie, de la méthodologie. D'ailleurs, il y a un peu de méthodologie ici. Méthodos, vous savez, en grec, ça signifie le chemin que l'on traverse. Bon. Seulement, si tout le monde traverse le même chemin, exactement de la même façon, toujours au même endroit, vous allez finir par creuser à tel point le chemin que ça se transforme en une tombe. Et le jour du concours, vous êtes enseveli dans ce chemin. Il n'y a plus rien, il n'y a plus aucune façon de vous départager. Donc oui, il faut un chemin que l'on va traverser,
mais il va falloir également les chemins de traverse qui sont les plus beaux en réalité, dans la vie, comme en dissertation. Donc, refuser ce qui est le propre de qui vous êtes, c'est refuser d'une certaine manière l'esprit même de la dissertation, c'est refuser ce qui fait votre particularité, et c'est peut-être au-delà, réfléchissez-y toujours, préparer votre propre remplacement. Car si vous êtes remplaçables les uns les autres, ça ne sert plus à rien de vous départager. Et j'ajouterais aussi, évidemment, que la dissertation, l'esprit, en tout cas de la dissertation, l'esprit et la lettre, de cette dissertation qui est un exercice ancien, hein. C'est un exercice ancien où s'expose, s'enchaîne, se lie des savoirs et des raisonnements, un exercice dans lequel il faut de la clarté, un exercice dans lequel il faut évidemment des idées, mais que l'on va cultiver, dont on va récolter les fruits, qui à leur tour nourriront d'autres savoirs, d'autres raisonnements, d'autres idées, etc. Donc j'ajouterais que de la même façon que dans votre vie surgit une forme d'inattendu, qui vous rend pleinement vivant, parce que l'habitude, c'est ce qui nous fait tous mourir, hein. Un inattendu que l'on tente d'envisager, d'évaluer, de jauger, de juger, donc, et de penser, et qui nous met en difficulté. Toujours, l'inattendu nous met en difficulté, nous révèle quels sont nos manques, nos manquements, nos failles, nos faiblesses. Et de la même façon aussi que l'on peut être tenté parfois de capituler devant tout cela, eh bien de la même façon, la dissertation vous met face à un sujet qui sera nécessairement inattendu. Et rien ne serait pire pour vous que de vous trouver confronté à un sujet dont vous vous diriez « Ah, c'est bon, ça y est, je l'ai traité », et vouloir le traiter exactement comme vous aviez tenté de le traiter pendant l'année. Alors, j'espère bien que les sujets que vous allez devoir traiter au concours sont des sujets qui appelleront des choses que vous avez vues. Mais ce ne sera jamais de la même façon. Et cet inattendu-là, qui va sans doute vous inquiéter un peu, est absolument essentiel. L'inquiétude, c'est nécessaire pour un concours, et j'ai envie de dire c'est nécessaire dans la vie. L'inquiétude, vous savez, c'est le contraire de la quiétude. Bon. La quiétude, la tranquillité, quiet en anglais. Et ce repos absolument inerte de l'esprit, c'est horrible. Enfin, je veux dire, on ne pense plus quand l'esprit est au repos. Ben, cette inquiétude face à un sujet, c'est vraiment la soupape de survie, quoi. Si vous vous sentez inquiet, mis en difficulté, eh bien c'est gagné déjà. Vous vous dites que là, vous êtes dans un état positif pour pouvoir traiter le sujet. Et donc un bon sujet de dissertation, et j'espère que ceux que vous allez passer seront bons, doit avoir cette vertu de vous inquiéter, malgré votre travail, malgré vos entraînements, qui sont absolument essentiels, parce que cette inquiétude, c'est ce qui va donner de la vie, en fait, à votre copie, de cette vraie vie dont je parlais avec Proust tout à l'heure, qui en dissertant va vous permettre de pleinement vous réaliser et vivre. Parce que c'est bien sûr là-dessus que vous allez être jugé, et la transition est évidemment très très simple pour moi de me pencher sur le thème de juger. Alors, une chose est évidente, à si peu de temps du concours, il est inutile de vouloir encore apprendre des choses sur le thème. Vous avez travaillé pendant des mois, désormais, il faut capitaliser sur ce que vous avez fait. Mais n'essayez absolument pas de nouvelles acquisitions, pour une raison très simple, c'est qu'il faut du temps, vous vous en êtes rendu compte, pour vraiment assimiler des connaissances en culture générale. La philosophie, la littérature, ce ne sont pas que des histoires, des points, des citations, etc. Pour que cela vive en vous, il faut le temps que ça sédimente. Donc il faut vraiment que ça entre en vous et que ça fasse un socle un petit peu solide. Ce temps-là, désormais, vous ne l'avez pas. Donc, il va falloir que vous vous concentriez sur ce que vous avez appris. Si vous avez appris beaucoup de choses, tant mieux. Votre travail, désormais, va être sans doute de trier un peu dans tout ce que vous avez appris pour hiérarchiser les connaissances qui sont les plus évidentes, celles qui vous plaisent, en réalité, celles que vous voulez défendre véritablement le jour du concours, et puis celles qui sont peut-être un peu moins importantes, que vous aurez le temps de réviser si vous avez le temps à côté de toutes les autres matières que vous devez réviser. Et puis si vous n'avez pas le temps, ce n'est pas grave. Voilà. Et si je vous le dis, c'est que j'ai vu parfois des listes de fiches
50, 60, 70 références. Et là, je me dis, mais mon Dieu, comment l'étudiant va-t-il réussir à faire quelque chose? Je voudrais juste faire un petit parallèle, parce que je fais beaucoup de métaphores et d'images, j'espère que vous me les pardonnerez, mais si vous voulez donner quelque chose de mangeable à quelqu'un, vous prenez des ingrédients, vous les mélangez au hasard et basta, ça donnera à peu près quelque chose de mangeable. Bon. Si vous voulez faire de la très grande cuisine, vous allez devoir acquérir une espèce de savoir-faire, à connaître parfaitement vos aliments, à savoir d'où ils viennent, comment ils peuvent être préparés. Et si vous avez fréquenté peut-être de belles tables, en tout cas vous serez amené à le faire un jour, j'en suis absolument certain, un grand chef, en général, est capable de travailler avec très peu d'ingrédients. Et ce qui est fascinant, c'est qu'avec très peu d'ingrédients, il peut les sublimer, parce qu'il y a un savoir-faire. Eh bien, en dissertation, c'est la même chose. Alors, je ne vous dis pas qu'il faudrait seulement 3 références, hein. Ce serait faire injure également à ce que l'on a fait pendant ces mois, mais des références pas trop nombreuses, mais parfaitement maîtrisées, c'est sans doute la garantie pour vous de faire quelque chose qui sera extrêmement alléchant pour le correcteur qui va vous lire. Donc retenez-le, une dissertation, ce n'est pas un cumul de connaissances sur lesquelles on va passer son temps à les réciter pour donner le sentiment au correcteur que l'on a vraiment beaucoup travaillé, parce que le correcteur, il n'attend pas autre chose d'un préparationnaire. Le correcteur, il sait que le préparationnaire, il a travaillé. C'est la base un peu. Hein. Si on est en prépa, c'est qu'on a bossé. Bon, donc ce n'est pas là-dessus que l'on va être évalué. En revanche, sur la connaissance que l'on a des œuvres, sur la capacité qu'on a à les lier, sur la capacité qu'on a à faire des liens et à les faire dialoguer de façon un peu inattendue, pas automatique, ça, c'est véritablement ce qui va nous intéresser le jour de la lecture de votre copie. Donc, vraiment, c'est un point essentiel. Stratégiquement parlant, vérifiez que vous maîtrisez bien, disons, allez, on va dire très bien, une dizaine de références. Ça, c'est la base, une dizaine de références. Moi, je joue stratégique. 10 références, ça veut dire une référence pour chacun des 9 paragraphes que compose une dissertation. Bon. Et puis ensuite, vous pouvez convoquer d'autres œuvres que vous connaissez peut-être un petit peu moins bien, qui serviront peut-être en illustration, ce que j'appelle en mineur, c'est-à-dire si on met 2 illustrations par paragraphe, une majeure que l'on maîtrise très bien, que l'on peut utiliser, et puis une référence en mineur qui vient accompagner la référence en majeur. Pas obligatoire d'avoir 2 références par paragraphe, c'est toujours mieux, on est dans un concours. Hein. Donc il faut mieux que moins bien, ça va de soi, c'est un peu le principe. Mais pour autant, vraiment bien maîtriser les œuvres que vous allez convoquer, qui n'appartiennent qu'à vous, et ça je le dis, ces œuvres n'appartiennent qu'à vous, vous en êtes responsable de ces œuvres, personne ne vous oblige à les convoquer, et ce n'est pas parce qu'on vous dit, par exemple, que sur Jugé, Kant est un auteur incontournable, que vous devez vous obliger à utiliser Kant si vous avez un peu de mal à fréquenter l'illustre Emmanuel. Vous voyez ? Donc, si vraiment vous avez du mal avec Kant, vous risquez de dire des bêtises, ou vous risquez de l'associer à d'autres références qui ne fonctionnent pas. Donc, soyez honnête avec vous-même intellectuellement. Si avec Kant, encore une fois, vous avez du mal, ok, c'est pas grave. Et on peut faire une excellente dissertation sans convoquer Emmanuel Kant. Bon. Donc, il n'y a pas d'attendu particulier de la part des correcteurs, sachant qu'il n'y a pas de bibliographie. Donc, pas d'attendu particulier. N'utilisez que des auteurs que vous êtes capable de défendre parce que vous pouvez les porter, parce que vous les aimez, parce que vous avez des choses à dire, parce qu'ils vous ont parlé, tout simplement, ces auteurs-là. La liberté que vous en avez vous donne également des devoirs, en revanche, comme toujours. Hein. Et ce devoir, c'est de respecter la référence que vous allez convoquer. Ne pas lui faire dire n'importe quoi. L'écrire correctement, ne pas se tromper sur l'orthographe du prénom, du nom de l'auteur, du titre, etc. Bon, enfin bref, ces petits détails, je vous assure, ça n'a l'air de rien, mais c'est absolument essentiel. Ça dit le sérieux que la candidate ou le candidat a pu manifester au moment où il a rédigé sa copie à l'attention de quelqu'un. Alors tout cela implique quoi ? Je vais
relister pour être absolument certain qu'on soit tous d'accord sur la même chose. Et comme le disait Mehdi, peut-être que tombant sur une de vos copies, de toute façon je ne le saurai jamais, le jour du concours, je ne sois pas agacé par quelque chose. En tout cas, je ne le serai pas parce que vous m'aurez bien entendu, comme vous aurez entendu vos profs auparavant. J'espère que vous avez bien suivi leurs conseils et que vous aurez fait ce qui est demandé. Alors, une bonne copie implique d'abord que la copie soit intelligible. J'insiste là-dessus, hein. Intelligible. Ça veut dire tout simplement lisible. Donc nous, on n'est pas des Champollion. Hein. Une copie, ce n'est pas la pierre de Rosette qu'on va essayer de décrypter, déchiffrer, etc. Donc une copie qui n'est pas lisible, c'est une copie qui va être survolée. Ce serait dramatique d'avoir passé 2 ans de classe préparatoire, voire 3, pour une graphie que l'on n'a pas soignée et sur laquelle le correcteur va peut-être passer quelques minutes seulement, parce que décidément, il n'a pas le temps de s'abîmer les yeux à tenter de lire quelque chose qui n'est pas lisible. Bon, donc de la lisibilité, vous savez, hein, il y aura une ligne en nota bene pour toutes les dissertations du concours, c'est-à-dire BCE écrit comme, hein, toutes. J'ai réussi à rameuter tous mes collègues pour qu'on fasse cela avec des formulations qui changeront en fonction des écoles, parce qu'il faut bien marquer sa petite différence, mais toutes vont dans le même sens. Une attention toute particulière, ça va être écrit noir sur blanc, une attention toute particulière va être portée à la qualité de l'expression, c'est-à-dire la lisibilité, la maîtrise de l'orthographe, la maîtrise de la syntaxe, la ponctuation, etc., et les codes liés à la dissertation, c'est-à-dire on souligne les titres, on ne met pas grand 1, grand 2, grand 3 pour annoncer les parties, etc., enfin tout cela. Et quand je dis qu'une attention toute particulière sera portée à cela, c'est que cela va se traduire par un barème de notation, c'est-à-dire des points seront enlevés. Hein. Donc on est parti sur la base de 4 points, 3 points pour l'expression et 1 point pour les notations non rédactionnelles. Après, on ne l'a pas écrit noir sur blanc, tout simplement parce qu'en fonction des copies que l'on a, on va être sans doute amené à jauger, à évaluer, il y a de la souplesse quand même, hein. Mais voilà la base sur laquelle il faut partir, donc soyez très attentifs. Donc lisible, propre, c'est tout bête, hein, mais une copie propre, c'est quand même drôlement plus agréable qu'une copie sale. Hein. Enfin, vous vous présentez devant un employeur, vous êtes en costume, il est plutôt joli votre costume, il est tout taché, pardon, mais ça ne le fait pas. Vous n'allez pas être seulement jugé là-dessus, mais malgré tout, c'est absolument essentiel. Donc propre, écrite dans une langue maîtrisée, votre langue, voilà, donc écrite dans une langue maîtrisée. Une copie également qui respecte les codes de composition, c'est-à-dire une introduction qui capte l'attention. On a 140, 150, 160 copies, ça dépend des années, à corriger en dissertation à la BCE. Et on a un temps contraint, et parfois on corrige plusieurs dissertations dans la journée. Alors on ne peut pas en corriger trop, hein, parce qu'on a le cerveau en compote après. Mais pour autant, parce qu'on en a plusieurs, il va falloir vous démarquer. Donc il faut absolument avoir une introduction qui capte l'attention, mais je reviendrai dessus après. Il faut 3 parties obligatoires, pas 2, pas 1, pas 4, il en faut 3. Et je préfère le dire de façon assez autoritaire, parce que c'est un peu le code de la dissertation. Voilà, 3 parties, avec pour chaque partie 2 ou 3 paragraphes. Chaque paragraphe commençant par un alinéa, enfin, ça vous le savez, mettez des alinéas, c'est ce qui nous permet de voir que vous entamez un nouveau paragraphe. Les codes de composition comportent également le fait qu'il y ait des transitions, des vraies transitions, je vous donnerai un exemple de transition, et puis une conclusion. Alors une vraie conclusion, une vraie. Vous me permettrez cette espèce de petit écart qui ne fait pas très CG, mais enfin, une introduction qui ne ressemble pas à un truc à la Jean-Claude Duss, vous savez, sur quoi? On n'en sait rien. Donc il faut conclure. Parce qu'une conclusion, ça s'appelle conclusion parce qu'il faut conclure. Voilà. Donc, une conclusion. Mais là aussi, je vous montrerai un exemple.
Alors, dans chaque paragraphe également, il faut au moins un exemple. Au moins un exemple. Et cet exemple, il doit être convoqué dans le premier tiers du paragraphe, voire le premier quart. Les exemples qui interviennent trop tard, c'est-à-dire dans la seconde moitié du paragraphe, voire à la fin du paragraphe, donc précédé par je sais pas, un développement, dans le pire des cas un blabla, mais quand même on se rappelle à la fin qu'il faudrait une illustration. Quand ça intervient à la fin, c'est que c'est de la pure décoration, ça ne sert à rien, donc c'est même pas lu. D'accord ? Donc dans le premier quart, premier tiers, et puis ça c'est pour le côté intelligible. Alors il faut aussi que la copie soit intelligente, c'est mieux. 3 arguments, et vous tentez de voir s'ils tiennent dans une seule et même phrase, sans mettre de point, sans vous arrêter. Des virgules évidemment, mais voyez si vos 3 arguments tiennent dans une seule et même phrase. Si les 3 arguments ne tiennent pas dans une seule et même phrase, c'est qu'il y a un problème de rupture logique. Si vous-même vous vous rendez compte que ça ne va pas, ça ne fait pas une phrase correcte, une phrase que vous pourriez dire à l'extérieur de la salle où vous êtes en train de composer, à quelqu'un qui passe dans la rue, vous lui dites la phrase et vous vous demandez est-ce que cette phrase-là, la personne la comprendrait. Et si honnêtement vous vous dites non, je ne comprends pas, là je suis en train de faire je suis en train d'y aller au forceps, là. Alors ça ne sert à rien. Ça veut dire que ce n'est pas logique. Et ce qui est valable pour vos 3 arguments doit l'être également pour le plan. Vos 3 parties doivent être fondues dans une seule et même phrase. Et là, vous savez que c'est logique. Donnez confiance donc à votre lecteur, qui est aussi votre correcteur, et celui qui mettra la note, ce n'est pas un détail en soi. Parce qu'il ne faut jamais oublier qu'une dissertation s'adresse, parmi d'autres dissertations, parce qu'il n'y a pas une dissertation, il y a une dissertation. C'est de la daube, c'est rien du tout, ça ne sert à rien, parce que finalement, ce n'est pas vrai du tout, etc. Vous voyez bien qu'intellectuellement, ça ne fonctionne pas. On n'est pas dans un exercice là, de communication. Un exercice de communication, dans la vraie vie comme dans la dissertation, c'est de considérer que des personnes qui sont en face de vous ont des choses à dire qui sont valables et entendables, qui peuvent se défendre, donc que vous devez entendre, mais face auxquelles peut-être vous n'êtes pas d'accord. Et donc, allez voir pourquoi vous n'êtes pas d'accord. Quels sont les points sur lesquels ça dysfonctionne. Allez chercher les failles, tout simplement. Les failles de raisonnement, à votre sens. Ça, c'est ce qui doit absolument être fait. Mais les plans, vous savez, comme on dit toujours, thèse, antithèse, foutaise, franchement, laissez-les tomber, quoi. Vous ne pouvez pas dire une chose, son contraire, et puis après, tout va bien, paix sur la terre, on est tous frères, etc., quoi. Donc, on ne fait pas ça. D'accord ? Bien. Bon, de tout cela, intelligibilité et intelligence, dépend la solidité de la construction. R-type d'environ 3,2. Et je vous le dis tout de suite, comment est-ce qu'on arrive à 3,2 quand on n'est pas un mathématicien hors pair? Je ne suis pas Mehdi, voilà, je ne peux pas. Donc je me suis penché sur la question, et un prof de maths, donc je fais a priori confiance, me dit, si tu as 10% des notes à moins de 5, à 5 et moins, et 10% des notes à plus de 15, tu arrives à un écart type satisfaisant. Allez, on y va. Et donc, on est à la recherche des 10% de copies à moins de 5 et des 10% au-dessus de 15 pour arriver à l'écart type. Sachant que, évidemment, tout ce qui est de ce que l'on appelle entre nous, entre correcteurs, le ventre mou des candidats, c'est-à-dire les copies qu'on a du mal à noter, parce que c'est des trucs entre 8, 9 jusqu'à 10, 11, si vous voulez. Bon, on ne sait pas trop comment évaluer ça. Honnêtement, une copie à 9, une copie à 11, ouais, c'est un peu de la tambouille personnelle. On ne sait pas trop. Il y a des critères, malgré tout. Vous verrez dans les rapports de jury, j'ai mis une ventilation des notes. Je me suis amusé à faire ça, donc vous l'avez, j'espère que vous avez regardé. Mais on essaye d'affiner les choses quand on a un doute, évidemment, mais malgré tout, on essaye d'éviter ces notes moyennes. Bon. Donc, stratégiquement parlant, il faut offrir au correcteur l'occasion de vous répartir du bon côté. Alors, ce que nous lisons,
particulièrement l'introduction, essentielle. L'introduction est essentielle. Et on lit tout particulièrement à la suite le début de chaque paragraphe pour connaître le plan et la logique de l'ensemble, de l'édifice. En gros, on regarde le squelette. On regarde la tête, l'introduction, puis on regarde le squelette pour savoir s'il est équilibré, si ça tient debout. Le reste, ça va être le remplissage, permettre de déclencher la finalisation de la note. Si la conclusion est correcte sans plus, on reste sur la note que l'on avait à l'esprit. Si la conclusion est très bonne, on vient ici gagner 1 ou 2 points, ce qui n'est jamais négligeable sur une bonne copie. Sur une copie qui est médiocre, voire mauvaise, la conclusion, on passe un peu dessus parce que de toute façon l'affaire est faite, quoi. Enfin, c'est pas la conclusion qui va venir sauver tout ça. Alors c'est la raison pour laquelle je vous propose de prendre 3 sujets différents, là, maintenant. On prendra un peu de temps, si vous voulez, je me permets juste de regarder le temps dont je dispose. OK. Donc je vais m'arrêter sur 3 sujets différents, donc 3 types d'énoncés différents, et m'intéresser pour chaque type d'énoncé à une partie de la dissertation, avec exemple. OK ? Bien. Et à la fin, juger est un jeu d'enfant. Donc là-dessus, je vais, avec vous, mener l'analyse du sujet, arriver à une problématique et à l'établissement d'un plan. Donc ça, c'est la première étape, celle que vous devez faire en réalité. Analyser un sujet, formaliser une problématique et arriver à un plan. Vous avez affaire ici à un sujet, typologie de sujet, avec le verbe « être ». Alors, je ne sais pas si vous avez déjà, dans vos entraînements, rencontré ce type de formulation, mais il y a fort à parier que, selon toute probabilité, un sujet puisse tomber, je ne vous dis pas que c'est ce qui va tomber, hein, puisse tomber avec le verbe « être ». Donc, le verbe « être » qui est une espèce de sujet définitionnel. Juger, c'est. Juger, est. Donc, une forme d'égalité entre juger et puis ce qui va suivre. Or, parce que vous avez passé 7 mois sur le thème, vous savez très bien que si on réduit juger au fait d'être, par exemple, un jeu d'enfant, c'est que c'est nécessairement réducteur ou provocateur. Donc, les sujets de définition sont des sujets, en réalité, toujours réducteurs et toujours provocateurs. Cela veut dire quoi ? Ça veut dire que dans ce type de sujet, vous allez devoir chercher les zones oubliées, les zones passées sous silence, celles que le sujet ne manifeste pas. Ce sont ces sujets où l'on va même aller chercher, sous eux, les contraires. Ce sont des sujets qui, avec le verbe « être », proposent une espèce de ligne de force. Ça invite à les regarder du côté obscur de cette force. Alors, juger est un jeu d'enfant, c'est donc une forme idiomatique, ce qu'on appelle idiomatique, c'est-à-dire ça pose une définition définitive de juger, quelque chose qui appartient et qui est en lien, je veux dire, avec en plus une expression du langage courant, un jeu d'enfant. Bon, le jeu d'enfant, ça veut dire que c'est quelque chose qui est facile a priori. Quand on dit que c'est un jeu d'enfant, on veut dire par là que c'est quelque chose de facile. Donc, si l'on voulait réduire le sujet, on pourrait très bien, dans un premier temps, je me mets à votre place, juger est un jeu d'enfant, bon, juger c'est quelque chose de facile, on pourrait donc le réduire, mais méfiance évidemment, parce que tout sujet vise à ne pas réduire les choses, mais au contraire à les expliquer, à les faire sortir des plis. Juger c'est quelque chose de facile. Bon, évidemment, si on vous propose ce type de choses le jour du concours, avouez qu'il y a quelque chose de provocateur à vous faire réfléchir sur juger en vous disant que juger c'est facile. Il y a forcément anguille sous roche, quoi. Il y a un loup derrière.
Alors ce loup, il faut aller le débusquer, il faut le sortir du bois, et puis l'entendre le faire hurler un peu. Et ce loup, il va vous dire quoi? Il va vous dire qu'il faut faire attention à tous les mots, à absolument tous les mots. Et c'est là que l'exercice de culture générale prend tout son sens. Il y a le mot « enfant ». Il y a le mot « enfant ». Et le mot « enfant », c'est un mot qui n'est pas anodin. Alors juste pour tester, voir devant moi ce qu'il en est, le mot « enfant », ça renvoie à quoi? Naïveté. Pardon? Naïveté. La naïveté. À la naïveté, ok. Et alors, clairement, on pourrait lier tous les mots qui ont rapport à l'idée de cette naïveté, naïveté, l'innocence, etc., la spontanéité, la croissance, l'apprentissage, la pureté, ou l'immaturité, ou petit, mineur, également, ou l'idée de nourrisson qui envoie à une naissance qui va devoir être alimentée. C'est là que des choses vont se jouer, hein, c'est absolument évident. Mais le mot enfant a un autre sens, ou en tout cas a une étymologie. Alors, je ne sais pas si parmi vous il y a des gens qui ont fait un peu de latin ou un peu de grec, mais notre langue ne vient pas de nulle part, et elle vient de là en particulier. Et le mot enfant, ça vient de infans en latin, et infants, ça veut dire qui est sans parole. Sans parole. Et on le garde en tête. Bien. On a le mot « jeu » également. Alors, le mot « jeu », ça vient du latin « iocus », qui signifie le jeu de parole, la plaisanterie, par rapport à ludus, qui a un autre sens, c'est le jeu en action, qui donne le mot ludique, par exemple. Bon. Mais le jeu, donc, iocus, c'est le jeu de parole, la plaisanterie. Et là aussi, il faut faire exactement la même chose. Il faut faire jouer, joueur, jouet, enjeu, déjouer également. Donc les mots qui tournent autour, et puis tous les synonymes, le divertissement, l'amusement, le loisir, la distraction, etc., la feinte. Le rôle également, jouer au théâtre, avoir un rôle au théâtre, la mise en scène, mais c'est également une partie, une compétition, il y a un jeu, premier jeu, deuxième jeu, troisième jeu, un pari également quand on met en jeu, une manœuvre, il a bien joué, il a bien manœuvré, et puis c'est également une marge, pourquoi pas, il y a un jeu between the tram and the platform, vous savez. Bon. Donc un jeu, c'est un gap, une espèce d'écart. Donc ça s'oppose à la notion de sérieux, de gravité, de nécessité, de travail, de devoir, de responsabilité. Bref, on fait la liste de tous les mots. Et là, vous avez une liste de champs lexicales. Et vous gardez cette liste de champs lexicales. D'après vous, pourquoi? Ce qui va permettre de trouver des pistes pour le plan et pour la réflexion après. Alors, c'est un peu plus que trouver les pistes. Vous avez raison, hein. Évidemment, vous avez là une espèce de matière première à partir de laquelle vous allez pouvoir élaborer votre plan. Mais plus précisément. Les zones d'ombre qui ne sont pas évoquées pour expliquer directement. Absolument, ça dévoile une partie des zones d'ombre, mais stratégiquement parlant, cette liste va être le réservoir à partir duquel vous allez construire, oui, vos arguments, mais vous évitez ainsi de faire du hors-sujet. Si vous vous forcez systématiquement, pour chaque argument, à aller puiser dans cette liste de mots, obligatoirement, je dis bien,
alors je ne vous garantis pas que vous aurez un bon plan, je vous garantis que vous ne ferez pas de hors-sujet. C'est essentiel. Si, dans un argument, aucun mot n'appartient à la liste que vous avez établie lors de l'analyse du sujet, là, c'est attention. Mais vraiment attention. Parce que ça veut dire que vous êtes en train de vous écarter du chemin. D'accord ? C'est une petite recette qui n'a l'air de rien, mais qui ôte à pas mal de personnes bien des soucis, bien des handicaps. Donc, une fois que vous avez fait cela, il faut croiser évidemment le terme jeu d'enfant qui parle d'insouciance, de légèreté, de spontanéité, d'apprentissage, de gratuité, pourquoi pas, et qui s'oppose au sérieux, à la responsabilité, à la maturité, à la réflexion. Bref. Une fois que l'on a fait ça, c'est-à-dire qu'on a analysé les termes, il faut évidemment aller chercher l'implicite, ce qui se cache sous les plis du sujet, l'implicite, ce qui est dans les plis. Donc l'implicite, si juger est un jeu d'enfant, c'est que juger serait quelque chose de presque instinctif, spontané, immédiat, que ça ne demanderait donc aucune culture préalable, aucune réflexion, aucune prudence, que ce serait une opération simple, relativement artificielle et pré-réflexive. Or, on se rend bien compte immédiatement, d'où le paradoxe, que l'implicite déjoue complètement l'impression que nous avons de juger, surtout après y avoir passé 7 mois. Évidemment. Tout vous a montré que juger était une opération complexe. Donc, l'affirmation est bien une affirmation provocatrice qui semble dire que plus juger semble facile, joyeux, immédiat, plus l'opération devient suspecte. Et en même temps, s'il n'y avait pas dans le fait de juger une forme de simplicité, il nous serait impossible d'avancer et d'agir. Parce qu'évidemment, si toute opération de jugement est une opération éminemment complexe, on n'agit plus, on est tétanisé par la complexité, on n'avance plus du tout. De là, de cette tension-là, que l'on appelle donc paradoxe, de cette tension-là doit naître une problématisation. Alors cette problématisation, vous savez à quoi elle sert ? Elle sert à prendre une espèce de hauteur interrogative. Probléma en grec, c'est le promontoire. Donc il s'agit d'emmener le lecteur avec vous sur le promontoire pour regarder d'en haut ce qui est en train de se passer. Essayez, une fois qu'on est en haut du promontoire, de voir se dessiner des lignes qui vont nous permettre d'aller vers un horizon de réponse, c'est-à-dire le chemin conclusif de la dissertation. Alors, trouver une problématique, c'est la chose sans doute la moins simple du monde, parce qu'on sait très bien que de cette problématique vont dépendre pas mal de choses. Cette problématique devra toujours être concise. Alors oui, vous pouvez la préparer en amont par toute une série de questions, pas trop non plus, mais qui amènent progressivement la mise en tension. Mais la problématique devra être concise. Elle doit être interrogative et ouverte. Alors, qu'entends-je par ouverte ? Ouverte, dans cette problématique qui est concise, interrogative, ouverte, il faut que cela reprenne les termes du sujet. Soit directement, c'est ce qui est le plus conseillé, soit en lien explicite et le plus serré possible avec les termes du sujet. Alors,
je passe rapidement sur les étapes, mais on pourrait très bien proposer la chose suivante. La facilité avec laquelle, spontanément, nous jugeons garantit-elle la légitimité de l'acte de juger? Voilà une problématique possible. La facilité avec laquelle, spontanément, nous jugeons garantit-elle la légitimité de l'acte de juger? OK? Alors, vous remarquez une chose. La facilité reprend jeu d'enfant. Spontanément reprend l'idée de jeu d'enfant. Nous jugeons, il y a le verbe, juger. Légitimité est un mot qui est introduit en plus du sujet, mais qui a rapport avec le terme juger, et qui va être ce que j'appelle le point de bascule, c'est-à-dire le point par lequel on va pouvoir articuler les termes du sujet. Car très souvent dans un sujet, quand vous avez deux termes, juger et puis un autre terme, on se trouve un peu coincé parce qu'on a l'impression que le sujet se referme sur lui-même, ou en tout cas il tombe dans quelque chose qui est un peu binaire. Donc aller convoquer un autre terme qui est en rapport avec les deux termes du sujet, c'est-à-dire juger et puis jeu d'enfant, facilité, à travers l'expression par exemple la légitimité, parce qu'en général un enfant n'est légitime de rien puisqu'il n'est pas en âge légal d'être responsable de ce qu'il fait, va permettre d'interroger l'acte de juger. D'accord ? Bien. Et ensuite, vous devrez, à partir de cette problématique, construire un plan. Alors, ce plan, vous allez devoir nécessairement faire en sorte qu'il réponde toujours au sujet, donc en allant puiser sur la liste de vocabulaire que l'on a établie, mais également qu'il propose un déroulé qui vous mène d'un point A à un point B, de la façon la plus claire qui soit et la plus concise qui soit, mais selon un itinéraire qui puisse quand même non pas être dans la platitude descriptive, mais dans une forme d'interprétation du sujet. Donc, pour construire ce plan, il va falloir nécessairement partir, parce que c'est très souvent ce que l'on fait, d'une forme d'a priori, qui est la chose la plus évidente que vous pourriez proposer à quelqu'un dans la rue, n'importe qui, ou quelque chose, ou une réponse que quelqu'un dans la rue pourrait vous apporter. Donc essayez d'imaginer que quelqu'un qui n'aurait jamais réfléchi vraiment au sujet pourrait vous dire à propos de ce sujet, quel serait l'a priori le plus évident. Cet a priori le plus évident, il faut que vous le développiez, de façon argumentée évidemment, en allant d'hypothèse en hypothèse. Donc en partant de l'a priori. Dans un deuxième temps, il va falloir interroger les limites ou la légitimité de cet a priori. Et ça tombe bien, quand dans un sujet, on interroge la légitimité. Donc, on va interroger la légitimité de cet a priori. Donc, dans un premier temps, oui, a priori, juger, ça relève d'une forme de facilité. Juger, c'est quelque chose qui apparaît comme naturel, et c'est même une activité primordiale. Bon, parmi des arguments possibles, un enfant, ça juge très très tôt. Alors évidemment, un enfant, ça ne va pas juger moralement. Mais un enfant, ça juge, c'est-à-dire qu'on est dans le sens premier, le sens le plus facile du terme de juger. Ça départage, ça sélectionne. Et un enfant, si vous avez deux enfants, vous pouvez proposer le même aliment à deux enfants. Vous allez avoir deux enfants qui ne vont pas nécessairement aimer le même aliment. Alors quand ils sont élevés dans le même lieu, etc., il y en a un qui va adorer le carotte-épinard et l'autre qui va détester le carotte-épinard. Il y a un jugement de goût qui est là, qui renvoie là pour le coup à Kant que nous évoquions. Mais
qui fait que ça semble très tôt un instrument de positionnement de l'individu, même s'il n'est pas conscient de lui-même, et qui est capable de juger véritablement. Donc ça semble quelque chose d'assez spontané, primordial, qui renvoie d'ailleurs à une forme d'affectivité, de sensibilité. Bon, voilà. Donc ça, ce serait une première partie. Et dans une deuxième partie, on est obligé de constater certaines choses. Donc on constate que on peut avoir des goûts, on peut avoir des jugements très tôt, mais que ces jugements passent en partie par le fait d'avoir intériorisé d'autres règles dont on hérite. Et que l'expression du jugement a du mal à se départir tout à fait d'une authenticité nue, car un enfant, il naît dans un environnement, et donc on hérite de règles du jeu. On hérite de très nombreux critères qui nous permettent de juger, au risque d'ailleurs que ce qui apparaissait d'abord comme un jeu d'enfant, en réalité se transforme dans une espèce de mécanique un peu facile et un peu trop facile qui nuise à notre capacité de juger. Quand on dit que c'est tellement facile, c'est que peut-être précisément on n'a pas de recul sur ce que l'on est en train de juger, et que l'on est en train, certes, de juger comme dans un jeu d'enfant, mais parce qu'on est en train de juger mécaniquement, c'est-à-dire on n'est plus du tout en train de juger. Ce qui veut dire que, puisqu'il y a jeu, ce jeu est nécessairement risqué. Mais le risque qui est au cœur de ce jeu, le risque de perdre, tout simplement, le risque d'échapper à la règle, ce risque-là est peut-être précisément ce qui fait naître un nouveau jeu, c'est-à-dire un jeu qui joue. Ce jeu qui joue est ce jeu qui, face au risque de juger mécaniquement, ou un peu trop facilement, peut juger authentiquement. C'est Hegel qui dit qu'il faut beaucoup de jeux pour faire un jeu. Il faut beaucoup avoir joué, expérimenté le réel, son rapport au réel, pour se construire en tant qu'individu. Donc, de juger, alors je pense que vous avez rencontré des sujets avec ce « de ». Ce « de », il est extrêmement important et il a une forme qui peut nous faire penser à une forme que vous connaissez en mathématiques, qui est la forme de la fonction affine y égale f de x. C'est-à-dire que quand vous avez l'impossibilité de juger, l'impossibilité, ça va être le f. Le x, c'est juger, bon, et qui va, à travers le f, en fait, vous donner l'occasion de changer de repère et créer une nouvelle image de juger. Alors j'abandonne ici la métaphore mathématique pour que l'on se plonge véritablement dans le détail de ce qui fait fonction de sujet, à travers le « de ». Donc le « de », vous avez sans doute rencontré plusieurs sujets qui avaient un « de » et qui se finissaient par « juger », « de juger ». Donc la possibilité de juger, l'impossibilité de juger, le droit de juger, le devoir de juger, etc. Bon. Ce « de », vous le savez, a deux significations possibles, qui ne sont pas toutes les deux toujours possibles selon les sujets. Donc le « de », c'est ce que, je ne sais pas si vous faites un peu d'allemand, mais c'est ce qu'on appelle un génitif. Donc je prends un exemple. La peur de l'ennemi. D'accord ? La peur de l'ennemi. La peur de l'ennemi, en français, ça signifie deux choses. De façon objective, vous avez peur de l'ennemi qui est en face. J'ai peur de l'ennemi. Mais de façon subjective, l'ennemi peut avoir peur. C'est la peur de l'ennemi. Et ça, c'est un subjonctif, enfin c'est un génitif subjonctif, enfin un génitif,
j'ai réussi. Subjectif. Voilà. Donc, toujours interroger les deux pour savoir quel est le sens ou les sens qui prédominent là-dedans. Alors, pour l'impossibilité de juger, soit de l'extérieur, vous êtes dans l'incapacité de juger, il ne vous est pas possible de juger, soit c'est l'acte même de juger qui génère une forme d'impossibilité à statuer. Donc soit l'impossibilité est générée par l'acte même de juger, soit c'est vous, en tant que juge, qui n'avez pas toutes les armes pour pouvoir juger. Donc il faut envisager les deux possibilités et surtout n'en exclure aucune. Il faut faire dialoguer les deux possibilités. Le mot, donc, comme impossibilité, que l'on appelait F, n'est jamais stable. Il y a plusieurs significations possibles et ces significations, vous devez les interroger. Alors, pour l'impossibilité, bon, il y a la notion de possible, évidemment. Possible, impossible. Possible, c'est-à-dire qui renvoie au pouvoir. Pouvoir qui appelle également la puissance. Il y a une différence entre la puissance et le pouvoir. Donc là, il faut interroger la signification des termes. Mais là où on a tendance à opposer possible et impossible, ou plus exactement impossible et possible, il faut être très attentif et un peu plus fin dans l'analyse, car c'est un peu trop simple. Donc le sujet ne serait pas posé pour cela. C'est un peu trop simple de poser l'impossibilité de juger en se disant les étudiants vont donc, les candidats vont donc réfléchir à la possibilité de juger, parce que le véritable antonyme d'impossible, c'est nécessaire. C'est nécessaire. Donc, c'est sur cette base de la nécessité, encore une fois, je vous le dis, hein, les sujets sont pensés pour que vous alliez réfléchir sans une forme d'automatisme, de mécanisme de la pensée. Il faut que véritablement vous alliez chercher ce qui ne se dit pas. Si un sujet vous semble trop simple, c'est qu'il y a un problème. Quand c'est trop simple, c'est qu'il y a un problème. Donc, la complexité se cache sous la simplicité apparente. Je ne vais pas faire l'analyse devant vous du sujet comme je l'ai fait tout à l'heure, mais je vais vous proposer au contraire une introduction dans laquelle vous allez voir qu'à partir d'une référence, on peut tisser l'analyse pour arriver au paradoxe, à la problématique et au plan. Puis je vous proposerai au regard la conclusion et un exemple de transition. D'accord ? Alors, une introduction, ça doit faire ce qu'on appelle, ce que les latins appellent la captatio benevolentiae. Ça doit capter votre attention, immédiatement. Et rien de tel que de vous mettre en situation immédiate. Plutôt que de commencer par dire « juger est un terme qui vient du latin iudicare, qui signifie dire ce qui est juste, etc. » machin. Bon, qui est d'un ennui vertigineux, sans que ce soit faux, hein, mais c'est d'un ennui vertigineux. Ça, c'est la base. Qu'en faites-vous, vous, de cette base ? Alors, je vous propose ceci. Non loin du col de la Croix-Haute, au cœur de l'hiver, dans cette Isère reculée de 1843, la neige s'est mise à tomber. Et à midi, notre Giono, tout est couvert, tout est effacé, il n'y a plus de monde, plus de bruit, plus rien. L'ennui, alors, enlise les clartés des jugements et de la raison, dans les ombres inquiétantes des montagnes enneigées, déployant sur l'homme, comme en un roi sans divertissement, son manteau pascalien, de néant, son abandon, son insuffisance, sa dépendance, son impuissance, son vide. Afin d'échapper à la misère de la condition, il faut que l'homme se divertisse. Dans le roman de Giono, il tuera, et Langlois sera chargé de traquer le meurtrier insaisissable.
d'éclairer les faits, de les ordonner et d'arrêter l'inconnu afin qu'il soit jugé. Mais à mesure qu'il s'approche de la vérité, c'est moins sur le coupable qu'il lève le voile, qu'il transforme en linceul, en exécutant M. V, sans autre forme de procès que de 2 coups de pistolet dans le ventre, que lui-même, en qui il découvre une angoissante proximité, impossible d'abord à estimer autrement que par un échange de regards, où ils eurent l'air de se mettre d'accord avec le meurtrier qu'il condamne à mort en l'exécutant. Langlois quittera ses fonctions, évaluant ses actes, sondant ses intentions et le trouble né d'avoir, à son tour, tué celui qui tuait. Le capitaine voit en lui se fissurer l'évidence de son jugement lorsqu'il interroge la légitimité de son geste. Juger requiert de connaître, de comprendre, de trancher avec justesse ce à quoi Langlois semble avoir renoncé au moment précis de mettre à mort M. V, comme si juger, qui s'impose pourtant comme un acte consubstantiel à notre condition, appelait des exigences l'outrepassant, nous rendant impuissants à cet acte. Prisonniers de notre ignorance, y compris de nous-mêmes, mus par nos affects, empêchés par notre perspective limitée, nous semblons incapables de juger et de rendre compte de nos actes au moment même où nous jugeons, et alors même que nous ne pouvons cesser de juger, afin de faire des choix, d'agir, de donner à nos vies une voix. Le jugement devient alors une puissance paradoxale qui semble engendrer sa propre impossibilité, dont on est en droit de se demander si elle ne condamne pas tout jugement humain. De fait, si juger semble essentiellement impossible en exigeant de nous une impartialité, un détachement, une connaissance qui excéderait notre condition humaine, force est de constater que cette impossibilité appelle a priori et à rebours une forme de prudence, propre à donner au jugement une sagesse emplie de grandeur et d'éclat, opposant dès lors à ce qui paraît être un exercice fragile, une nécessité fondamentale de la vie humaine. Bien, alors c'est lu et c'est un peu... Voilà. Alors, remarque, c'est écrit, c'est très écrit, c'est travaillé, mais ça c'est du travail que vous devez mener. Parce que c'est une espèce, de morceau de bravoure. Si c'est bien fichu, vous allez attirer l'attention du lecteur et de l'évaluateur. Ça ne veut pas dire que la suite va être parfaite, mais au moins vous aurez marqué ce premier point. Alors quand je dis ça ne veut pas dire que la suite sera parfaite, attention, car je vois bien se dessiner quelques pratiques qui consistent à demander à notre ami de chat, sur la base de quelques éléments, de nous rédiger 2 ou 3 introductions, alors qui sont assez sublimes, que l'on apprendrait par cœur, que l'on pourrait recracher en fonction du sujet. Bon, jusque-là, c'est la loi du concours, hein. Voilà. Sauf que, assez rapidement, dès qu'on attaque la première partie, le style change, ce n'est plus du tout la même fluidité, et là, on se dit, waouh, malhonnête. Donc, ce travail d'écriture, c'est celui que vous allez devoir mener pendant vos révisions, là. La meilleure façon de réviser, une fois qu'on a fait des plans, etc., c'est d'écrire, hein, pour se faire la plume. Bon. Donc, sur mon introduction, si je fais la liste, il y a sur impossibilité tout un champ lexical qui parcourt l'introduction. Je vous le montre comme ça. J'ai mis impossibilité en vert, et vous remarquerez qu'il y a du vert un peu partout. Donc le champ lexical d'impossibilité, il y est. C'est le mot possible, impossible, incapacité, etc. Ce sont également tous les antonymes qui apparaissent. Voilà. Juger, en bleu. Le mot juger apparaît partout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je n'ai pas besoin, un moment, de m'arrêter dans mon introduction pour dire « alors juger, ça signifie ceci », impossible, ça signifie ceci, qui est complètement artificiel. Si vous diffusez dans votre introduction les éléments de compréhension de chacun des termes du sujet,
alors vous faites votre travail d'analyse sur la base d'une référence. La référence est ce par quoi, en l'analysant, vous allez pouvoir tisser l'analyse du sujet. Ça se fait très naturellement. Vous donnez les éléments clés, et le conseil que je peux éventuellement vous donner, c'est là, si vous ne l'avez déjà fait pendant l'année, de sélectionner peut-être 2 ou 3 œuvres que vous avez en tête, tableaux, scènes de film, romans, pièces de théâtre, poèmes, pourquoi pas, dont vous vous dites qu'il est suffisamment puissant pour pouvoir vous permettre d'accrocher n'importe quel type de sujet. Donc 2 ou 3 exemples qui seraient des amorces possibles. Et ensuite, vous tissez votre analyse du sujet avec cette amorce. Et il y a quelques amorces qui sont assez simples, assez utiles pour vous si vous les maîtrisez bien, évidemment. C'est bon pour ça? Bien. Alors, la conclusion, qui est en miroir de l'introduction. Vous savez, il y a 3 temps dans l'introduction. L'accroche, qui permet l'analyse des termes sans faire de pause, comme je vous le disais, qui amène à un paradoxe, qui amène à la problématique, qui amène au plan. Le plan, qui est une proposition d'hypothèse. OK? Bien. La conclusion se construit exactement en symétrie centrale. C'est-à-dire, la dernière partie de l'introduction correspond à la première partie de la conclusion. On reprend les conclusions partielles. La deuxième partie de la conclusion, c'est la réponse à la problématique. Et la dernière partie de la conclusion est un écho à la première partie de l'introduction, à savoir que l'idéal, me semble-t-il, c'est de faire référence à la référence de l'introduction en montrant qu'il y a eu un processus de transformation par votre analyse de la situation initiale. Alors, cet écho peut être un écho soit direct. Si vous aviez, je ne sais pas, un poème en tête, vous aviez le début du poème, par exemple, et puis la fin du poème en conclusion. Si vous aviez une scène, vous avez une première interprétation de la scène, puis une seconde interprétation de la scène finale pour donner une nouvelle coloration à l'interprétation. Enfin, vous voyez ce type de choses. Ça pourrait donner quelque chose comme ceci. Ainsi, alors même que l'impossibilité de juger semble s'imposer à l'évidence des limites qui ne manquent jamais de brider le jugement, égarant lorsqu'il se veut et se croit même infaillible, force est de constater que ce même jugement nous éclaire lorsqu'il reconnaît ses limites. Dès lors, le fait même qu'il paraisse impossible de rendre un jugement parfait, n'abolit en rien la possibilité de juger. L'impossibilité de juger contraint à la prudence aristotélicienne, à la lucidité pascalienne, à une critique toute kantienne qui pousse, comme le procureur d'un roi sans divertissement, profond connaisseur du cœur humain, à la médiation rationnelle qui fait de la pensée non un projecteur aveuglant, mais une lampe fragile, comme celle qui brille dans la nuit enneigée de Chichiliane. Or, sans doute est-ce cette fragilité même qui confère au jugement sa valeur éthique. Parce qu'il lui est impossible de prétendre à l'omniscience, il lui faut se former, s'examiner, se reprendre, et c'est précisément cette tension qui en fait une puissance proprement humaine. Langlois croyait dissiper la nuit d'un crime par la rigueur de son regard. Il découvre finalement que juger, c'est aussi rencontrer ses propres zones d'ombre. Ce qu'il poursuivait dehors se trouvait déjà en lui. Son retrait final n'est pas le renoncement d'un juge défaillant auquel il serait impossible de juger, mais peut-être la reconnaissance la plus extrême. Nul ne juge sans risque, et l'éclairage que nous projetons sur le monde dépend toujours de la lumière que nous portons en nous. Juger n'est ni pure clarté aveuglante, ni aveuglement de pure illusion, mais bien plutôt l'épreuve d'une puissance pleinement humaine
celle d'une lumière qui doit apprendre à ne pas oublier sa part d'obscurité. Donc, je pourrais reprendre exactement la même chose, je mets des couleurs, il y a enfin c'est en recto verso. Il y a du vert, on reprend le même champ lexical, le bleu, on reprend exactement les autres termes, et puis en jaune, ce qui apparaissait également, ce sont les connecteurs logiques. Beaucoup de connecteurs logiques, pour permettre de lier l'ensemble, de faire quelque chose qui soit dense. OK ? Bon. C'est clair pour la façon de faire, et vous voyez que je reconvoque un roi sans divertissement, je reprends un personnage pour montrer toute l'ambivalence du personnage. Bon. Et puis, là-dedans, il y a un élément absolument clé, c'est la transition. La transition entre deux parties. Puisque vous avez 3 parties, il faut 2 transitions. Ces transitions peuvent suivre un schéma. Alors, ce n'est pas obligatoire, mais un schéma dialectique, parce qu'en général, les dissertations sont dialectiques. Et moi, je conseille toujours 4 étapes, qui peuvent se résumer à 3, 4 étapes. La première étape de ces transitions, donc à la fin de chaque partie, partie 1 et partie 2, il n'y a pas besoin d'une transition évidemment après la partie 3, puisque c'est la conclusion qui suit. Ainsi, et vous faites votre conclusion partielle. Vous concluez la partie que vous venez de rédiger. Ainsi. Pour être tout à fait logique, il faudrait ajouter un « en effet » et vous reprenez un élément mineur de votre démonstration précédente, vous le reprenez, cet élément mineur, parce que cet élément mineur va permettre de passer à un « or ». Or, et là, vous allez nuancer, voire montrer les failles de cet élément mineur. Donc, ainsi, en effet, or. Et 4e étape de cette transition, qui ne doit faire qu'un seul et même paragraphe, 4e étape, aussi, et vous annoncez le titre de la partie suivante. Alors, je vous donne un exemple. Si on avait une première partie qui voulait dire que juger semble quelque chose d'assez impossible, ça pourrait donner ça. Ainsi, l'impossibilité du jugement semble s'imposer à l'évidence. En effet, ignorance, partialité, implication subjective semblent ruiner les conditions mêmes de la possibilité de juger. Or, ces limites qui trouvent écho dans les mots des Irini, loin de condamner le jugement, apparaissent en réalité en constituer les conditions d'exercice. C'est souvent face à ce qui semble impossible que devient pensable pour l'homme la possibilité et la faculté de juger. Aussi, les limites ouvrant un espace de possibilité apparaît-il que c'est peut-être précisément dans cet espace que peut se penser un jugement praticable. D'accord ? Voilà. Et donc là, vous faites une véritable transition, qui ne ressemble pas à un on a vu que, maintenant on va voir que. Ça, c'est en moche au possible. Je veux dire, on fait ça au lycée, quoi, mais on ne fait pas ça en prépa. OK ? Bon, et puis, parce que tempus fugit, irréparabile, comme disent les latins, dernier point, un autre type de sujet, et puis un paragraphe classique. Sujet du style « Jugez-vous les uns les autres ». Jugez-vous les uns les autres. Alors, tous les sujets, qui commenceront par juger ER, en tête. Enfin, presque tous les sujets. Juger ER, en tête. Ou alors juge, ou jugeons, ou juger, ont une dimension qu'on appelle jussive, c'est-à-dire qui invite à penser un implicite.
si vous avez un sujet qui a jugé, ER, pensez que peut-être, on est exactement comme dans le cadre de la recette du début de mon intervention, quand on vous dit casser des œufs, battre les œufs avec le sucre, en fait, on vous invite à le faire, ce sont des infinitifs. Mais ce sont des ordres implicites. Bon. Et quand on vous dit casser les œufs, implicitement, ça veut dire qu'avant de le faire, les œufs n'étaient pas cassés. Si on vous dit de battre, le sucre avec les œufs, c'est qu'avant, ça n'était pas fait, ça n'était pas mélangé. Donc, jugez-vous les uns les autres, ça veut dire que, implicitement, on ne se juge pas les uns les autres. Et pourquoi est-ce qu'on ne se juge pas les uns les autres? EZ. Mais juger ER ou juger EZ, c'est la même chose. Dans une recette, ça peut être casser les œufs ER ou casser EZ. C'est pareil. Donc, si on dit que jugez-vous les uns les autres, si on pose jugez-vous les uns les autres, ça veut dire que spontanément, ça n'est pas fait. Et pourquoi ça n'est pas fait? Tout simplement parce que jugez-vous les uns les autres qui ressemble à s'y méprendre à aimez-vous les uns les autres, eh bien, hop, je m'amuse à ce petit jeu, on a également dans le message biblique l'idée qu'il ne faut pas se juger. Ne vous jugez point afin de ne point être jugé. Bon. Donc, vous avez là quelque chose qui vient, quand on dit jugez-vous les uns les autres, qui vient se substituer à aimez-vous les uns les autres, ça, invitation biblique, mais qui contrecarre complètement l'idée qu'il faudrait se juger alors que la Bible dit de ne surtout pas se juger. D'accord? Bien. Donc, vous pouvez avoir des sujets qui vous invitent, qui vous invitent à faire quelque chose, ça veut donc dire qu'avant la chose n'était pas faite, vous avez des sujets également qui peuvent reprendre des expressions, soit des expressions classiques, soit des expressions issues de références, plus ou moins connues, et qui imposent une forme de détour, en substituant, par exemple, juger à aimer. Est-ce qu'on en fait quelque chose pendant la correction? C'est très possible. Voilà. On peut en faire quelque chose, ou pas. C'est vous qui voyez. Mais là, c'est votre analyse du sujet. Donc on peut avoir juger malgré tout, par exemple. Juger malgré tout, c'est un peu la même idée. Il faut vous juger, malgré les difficultés qu'il y a à juger. Donc, jugez-vous les uns les autres, c'est comme aimez-vous les uns les autres chez Jean, ne vous jugez point afin de ne point être jugé, ça c'est chez Matthieu. Donc il y a l'idée d'une invitation, mais qui est une invitation contre-intuitive, plus une convocation implicite, comme je vous le disais, du verbe aimer, alors que l'amour semble a priori exclure le jugement. Pourquoi? Parce que l'amour, c'est la loi suprême, c'est-à-dire dans la Bible, c'est Dieu, et que le jugement apparaît dès lors comme quelque chose de suspect, d'arrogant et d'hypocrite. Si vous jugez la personne que vous aimez dans une tradition intellectuelle religieuse, vous l'aimez, mais parce que si vous l'aimez d'un amour sincère, c'est à travers l'autre Dieu que vous aimez. Si vous jugez l'autre que vous aimez, implicitement c'est Dieu que vous jugez, et là on est dans quelque chose qui ne va pas du tout. Voilà. Donc on contrecarre à la loi suprême, ou alors on replonge dans quelque chose qui nous a fait quitter le paradis originel. Donc le sujet de ce point de vue-là pousse à la réflexion. Pourtant, aimer ne suppose pas du tout de tout approuver. Aimer ne nie pas le mal. Aimer n'excuse pas l'injustice ni la trahison, n'abolit pas toute distinction morale. Hein. Donc, il y a un point commun entre aimer et juger. Il faut toujours essayer de trouver les points communs. Aimer et juger élève, ça élève,
et ça donne de la valeur. Bon. Donc juger peut être un acte d'amour qui mène à la purification de l'acte par discernement, à une forme de sagesse, donc, et là le fil est complètement proposé pour la culture générale, puisque si juger est un acte d'amour qui mène à la purification de l'acte par le discernement, à la sagesse, on est en plein dans ce que l'on appellera plus tard, ou ce qu'on a appelé avant, la philosophie, à aimer ce qui est sage. Bon. Alors, imaginons un troisièmement tourné vers l'idée que juger peut apparaître comme une démarche d'amour tournée vers la sagesse, avec l'idée que juger élèverait. Je vous propose un paragraphe entièrement rédigé, puis ce sera la fin de mon propos avant que peut-être vous ne me posiez des questions. Juger peut ainsi apparaître comme un chemin d'élévation et de concorde. Je traduis mon propos. Donc, juger peut apparaître comme un chemin d'élévation, ça c'est ce que l'on disait pour le grand 3, et de concorde, parce que dans concorde, il y a le mot cœur, et que ça fait référence au verbe aimer, concorde, avoir un cœur commun. Donc, juger peut ainsi apparaître comme un chemin d'élévation et de concorde. Là où bien souvent juger laisse entendre le bruit de la condamnation qui nécessairement exclut. Il est une voie que d'aucuns, songeant aux antiques, qualifieraient de vertueuse et même amoureuse, une voie philosophique où juger oriente vers le vrai et est orienté par l'exigence de vérité et le souci du bien. Juger signifie dès lors écouter autrui avec suffisamment d'attention pour chercher à discerner ce qui sort, puissant ou misérable, de ce qui est, de ce qui peut devenir. Ainsi, lorsque l'évêque Myriel rencontre Jean Valjean, il pourrait le juger selon les catégories ordinaires de la société. Lui, l'ancien forçat, voleur, l'homme dangereux. Pourtant, sous la plume de Hugo, la figure qui domine les misérables prend le regard de l'évêque, sous le regard de l'évêque un autre visage. Le jugement discerne, derrière la faute, une possibilité de redressement et d'élévation. En lui offrant les chandeliers et en affirmant qu'il a racheté son âme, l'évêque ne suspend pas toute élévation morale, il exerce au contraire un jugement qui distingue l'homme de sa faute et oriente Valjean vers une forme de transfiguration. Le jugement devient alors une médiation de l'amour qui n'est pas sans rappeler, au-delà de la dimension religieuse qui baigne de sa lumière l'œuvre hugolienne, une intuition analogue au détour de l'éthique à Nicomaque. Chez Aristote, en effet, la vertu de Phronésis consiste précisément à juger droitement des situations humaines, afin d'agir mutuellement en vue du bien. Ainsi, loin d'exclure l'amour, juger comme aimer éclaire peut-être notre condition. Discerner justement, c'est peut-être déjà vouloir élever autrui vers ce qu'il peut être. Nul doute que vous saurez, vous aussi, lors du concours, vous élever vers votre plein potentiel, et c'est évidemment tout le bonheur que je vous souhaite. Voilà.